Bonsoir, nous sommes le mercredi 27 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Tout de suite, les titres de votre édition. L'agglomération de Versailles-Grand Parc s'agrandit. Cette année, Vélizy-Villacoublay rejoint cette intercommunalité désormais formée de 19 communes pour 270 000 habitants. Thomas Baillet est un jeune comédien et réalisateur atteint de la mucoviscidose. Élève au cours Florent, il vient de finir son premier court-métrage, Faux semblant, rencontre avec ce Villepreusien. Et enfin, à l'occasion du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, focus sur ce secteur de la littérature en plein essor ainsi que sur ses auteurs. Et mardi, les taxis se sont mobilisés contre la concurrence des VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Aujourd'hui, la mobilisation a été reconduite. Pour certains syndicats, elle va être reconduite plus longtemps. Pour nous en parler ce soir, Michel Cretin, administrateur syndicat des taxis des Yvelines. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Manuel Valls a proposé une concertation. Un médiateur doit être nommé, pourtant le mouvement a continué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est très simple. En fait, aujourd'hui, le fait que Manuel Valls renomme un conciliateur, en fait, il ne fait que retarder encore un peu plus le règlement de ce problème-là. Et en fait, c'est pas avec un négociateur qu'on va s'en sortir. Donc aujourd'hui, la problématique des taxis est vraiment très très grave. Et en fait, il faut prendre des mesures vraiment draconiennes. Et je veux dire, le médiateur n'est pas une solution en soi. Alors justement, quelles mesures attendez-vous du gouvernement ? Les mesures, ce sont vraiment de faire appliquer la loi. Donc il y a une loi qui a été promulguée en fin 2014 qui organise le travail entre les taxis et les VTC. Et cette loi aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc on demande à l'État effectivement de l'appliquer tout simplement. Donc c'est pas un négociateur qui va faire ça. Donc il faut être. Et je veux dire, certains de mes camarades vont même plus loin puisqu'ils demandent la disparition pure et simple des VTC. Alors justement, la société Uber France a été condamnée à verser 1,2 million d'euros de dommages-intérêts à l'Union nationale des taxis. Oui. L'information est aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant pour vous, il faut aller plus loin ? Oui, il faut aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, les taxis qui sont des chefs d'entreprise, donc qui sont des artisans, aujourd'hui ont des baisses de chiffre d'affaires qui sont de l'ordre de 50%, ce qui est énorme, et doivent lutter aujourd'hui contre des transporteurs qui payent la moitié moins de charges. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui, un taxi paye à peu près 50% de charges, un VTC paye 25%. Donc déjà, on n'est pas à armes égales. Et là, je vous parle des VTC légaux, puisqu'il y a encore un autre type de transporteurs qui sont les illégaux, donc ce qu'on appelait autrefois les taxis clandestins, et qui pénalisent énormément ce marché-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, pour notre département, les Yvelines, avec un certain nombre de taxis parisiens qui, n'ayant plus de travail sur Paris, viennent le prendre dans nos régions, et notamment dans la Grande Couronne, et notamment sur les Yvelines. Donc hier, nous avions tourné un reportage justement sur cette mobilisation avec vous. Il n'y a pas eu d'accident, mais plusieurs incidents ont eu lieu hier. On recense un blessé et 24 interpellations en Île-de-France. Des violences qui ont été condamnées par Manuel Valls. Est-ce que ça va quand même trop loin ? Vous comprenez que les gens puissent être choqués ? Mais je comprends très bien. Je veux dire, pour nous, c'est même je veux dire, on est choqués par ça parce que c'est pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé lorsqu'on a fait cette grève. Cette grève, d'ailleurs, celle que nous avons menée sur le département, a été beaucoup plus calme. Et je veux dire, on n'a pas le droit de manifester et d'avoir des gestes de violence. Ça n'arrive à rien et c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Et ça, nous, on condamne fortement ces mouvements-là qui, en plus de ça, je veux dire, aujourd'hui, on a une image du taxi qui est relativement dégradée et qui se retrouve encore plus dégradée. Donc, je veux dire, nous, on est tout à fait contre et on ne veut absolument pas que ça se renouvelle. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas continué notre mouvement, mais aussi on comprend très très bien ceux qui le continuent parce qu'aujourd'hui il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre démarche et de ce que l'on demande au gouvernement, mais de notre côté il faut qu'on le fasse aussi dans des conditions qui soient respectueuses du bon fonctionnement et notamment de ne pas pénaliser non plus les usagers. Au bout d'un certain temps, je veux dire, les usagers, je ne sais pas, par exemple, pour donner un exemple d'hier, les gens qui nous doublaient lorsque nous faisions le ralentissement sur la 13, nous insultaient, mais je veux dire, parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils vont arriver en retard, etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui vont se retrouver dans des difficultés financières énormes, voire à déposer des bilans, ce qui est complètement, je veux dire, aberrant dans une économie où normalement on devrait vivre au moins
de manière correcte, et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc le syndicat des taxis des Yvelines, voilà, dont vous êtes l'administrateur, ne va pas continuer sa mobilisation. D'autres syndicats vont la continuer. Est-ce que la profession peut se mettre d'accord justement face à ce problème ? C'est un peu la grosse problématique aujourd'hui du syndicat, enfin des syndicats du taxi. Je veux dire, on a un métier qui est un petit peu un métier unique. Enfin, je veux dire qu'on soit taxi à Marseille, à Paris, ou encore Paris, c'est un petit peu différent, mais entre, je veux dire, dans les taxis, vous avez les taxis parisiens qui ont une façon de fonctionner qui est un peu différente de tous les autres taxis. Il devrait y avoir qu'un seul syndicat. Je veux dire, aujourd'hui, on devrait être tous unis, main dans la main, pour pouvoir demander ce que l'on a à demander, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment morcelé, on est divisé, on n'est pas d'accord sur les choses. Et ça, nous, aujourd'hui, on le regrette fortement. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je le regrette fortement. Merci beaucoup, Michel Creton, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau. Sans transition, la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc s'agrandit. Seule nouveauté cette année, c'est la commune de Vélizy-Villacoublay qui a fait son entrée au 1er janvier dernier. Plus proche des Hauts-de-Seine, lorsque la commune était dans l'agglomération du Grand Paris Seine-Ouest, Vélizy entend désormais se rapprocher de son cœur historique et géographique, la ville de Versailles. Les précisions de Fanny Bourdillon. Et une commune de plus, Vélizy-Villacoublay a intégré au 1er janvier 2016 Versailles-Grand Parc. L'agglomération compte désormais 19 communes et 270 000 habitants. La ville dispose d'un bassin économique dynamique. Sa vitalité en fera un atout fort pour la communauté d'agglomération. Les conséquences sont positives à la fois pour les villes de Versailles-Grand Parc et pour Vélizy. Pour Vélizy, le bénéfice, c'est d'intégrer une communauté qui a une identité forte, qui est connue pour avoir un climat de travail très constructif, où chaque maire a vraiment la possibilité de s'exprimer. Et puis, pour Versailles-Grand Parc, c'est l'occasion donc de compléter une dynamique culturelle évidente, parce que Versailles-Grand Parc est connu aussi pour la qualité de vie, et une dynamique économique qui est plus marquée pour Vélizy. La ville était rattachée encore il y a un an à l'agglomération Grand Paris Seine-Ouest. Mais pour le maire de Vélizy, c'était naturel que la ville se tourne vers une agglomération 100% yvelinoise. Le bassin de vie de Vélizy est tourné vers Versailles, puisque les lycéens vont à Versailles et toute la vie, la 118 est une barrière par rapport aux habitants. Donc nous, on est vraiment tourné vers Versailles-Grand Parc. Et puis on a même un syndicat entre Jouy et Vélizy qui gère une base de loisirs avec beaucoup d'activités sportives, culturelles et artistiques. Avec cette décision, le maire entend ainsi échapper à la métropole du Grand Paris que Vélizy aurait dû rejoindre si elle était restée dans l'agglomération du Grand Paris Seine-Ouest. Elle s'y était engagée, élue présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse a démissionné de son poste de députée des Yvelines. C'est maintenant la question de sa succession qui se pose dans la 2e circonscription. La date du scrutin n'est pas encore connue, mais les Républicains ont désigné déjà leur candidat, Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay. Proche de l'ancienne ministre, élue à la tête de cette commune en mars 2014, il était en concurrence avec Yvan Deval, l'actuel suppléant de la députée. Ce dernier sera à la tête de son comité de soutien. Écoutez. Je pense que député, maire de Vélizy, c'est un poste passionnant dans ce que je fais tous les jours, aussi bien quand je suis en contact avec les grands chefs d'entreprise qui sont ici ou avec mes citoyens. Finalement, on s'aperçoit que la vraie vie, elle est sur le terrain et qu'il y a beaucoup de mesures législatives à faire évoluer. Puis ça permettrait aussi d'avoir un député un peu différent qui vienne du monde de l'entreprise et qui porte un peu tout ce qui est innovation, tout ce qui est fiscalité, pour que ça soit plus simplement une contrainte ou une vue purement étatique, mais que ça vienne un peu des forces vives. Et face à lui, il devrait retrouver son opposant socialiste au conseil municipal, Ambrose Adjouvard. Ce dernier attend l'investiture de son parti, mais il a déjà lancé sa campagne en reprochant au candidat des Républicains de vouloir cumuler les mandats. Pascal Thévenot est également vice-président chargé du développement économique à Versailles-Grand Parc, comme vous avez pu le voir dans le sujet précédent. Et après une semaine d'élection pour le nouveau conseil municipal des Jeunes de Trappes, les résultats ont été divulgués hier soir en salle du conseil de la commune. Les 16 trappistes âgés de 12 à 16 ans tiendront leur première assemblée plénière le samedi 6 février pour définir leurs priorités, fixer leurs thèmes et arrêter les actions nécessaires qu'ils souhaitent mettre en place. Ils siégeront pendant 2 ans.
C'est important pour la ville de Trappes, donc il montre l'exemple dans l'exercice de la citoyenneté, il montre l'exemple dans l'engagement, il montre l'exemple dans la représentation auprès de leurs pairs. J'ai envie que les jeunes ils ont une place aussi aider les jeunes et je vais essayer de faire mon possible. Ouais, c'est très bien le Conseil des jeunes, franchement c'est une très belle expérience. On apprend de nouvelles choses, on organise des événements, plein de choses. Et le marathon des vœux du mois de janvier se poursuivait lundi soir à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Michel Laugier en a profité pour saluer la victoire de Valérie Pécresse aux élections régionales. Il espère beaucoup de cette nouvelle majorité pour faire évoluer le réseau de transport. Quelques bonnes nouvelles pour la ville enfin. Malgré une baisse de dotation générale de fonctionnement de plus d'1 million d'euros, Montigny-le-Bretonneux reste la ville de plus de 20 000 habitants, la moins endettée des Yvelines. Seconde bonne nouvelle, des terrains de sport seront aménagés sur l'emprise du prolongement de la A12. Et nous allons parler cinéma. À présent, nous recevons Thomas Baillet. Bonsoir. À vous. Alors Thomas Baillet, vous êtes originaire de Villepreux, vous êtes comédien au Cours Florent et vous venez de sortir votre premier court-métrage, Faux Semblant. Nous allons en parler dans quelques instants, mais avant, je vous propose de regarder un extrait. Je suis de nouveau prête à réessayer. De quoi tu parles? Tu sais bien. D'avoir un enfant, tous les deux. Céline, on va pas remettre ça. On a essayé pendant 6 ans. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive plus aujourd'hui. Regarde le résultat. On s'est fait plus de mal que de bien. C'est que des contraintes et plus aucun plaisir. Parce que l'enjeu n'en vaut pas la peine? Non. Et si on essayait l'adoption? Arrête. L'adoption, c'est une procédure longue. On va pas avoir un gamin à 50 ans. Il faut que tu passes à autre chose. Que je passe à autre chose? Ça veut dire quoi, ça? Vous n'êtes pas comédien dans ce court-métrage, vous êtes uniquement le réalisateur. C'est une histoire de couple. Comment vous est venue l'idée de ce sujet? Pourquoi l'avoir traité? C'est pas compliqué en fait. Je suis rentré l'année dernière en 2e année cinéma au Cours Florent. Et j'ai eu la chance de rencontrer un comédien qui est devenu un ami, Eric Lush. Et à l'époque, il me parlait d'une pièce de théâtre qu'il était en train de jouer dans sa classe parallèle, qui était L'amant d'Harold Pinter. Et j'ai trouvé l'histoire fabuleuse, franchement j'ai adoré. Et je lui ai tout de suite dit, écoute, ce serait pas super d'en faire un film, un court-métrage. Et bien sûr, voilà, je lui ai proposé tout de suite de jouer dedans. Et on a commencé à écrire en fait sur ce sujet. On est parti du squelette de la pièce et ensuite, au fur et à mesure, on s'en est un peu écarté et pour trouver notre histoire. Donc là, vous êtes réalisateur sur ce projet. C'est difficile de passer du statut de comédien à celui de réalisateur? En fait, je pense que écrire, c'est comme jouer. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle qui se fait automatiquement. Et pour ça, l'écriture, on s'imagine en fait en train de jouer. Moi-même, je me suis imaginé à la place des 2 acteurs. Eric aussi, et ça nous permet d'écrire. Donc finalement, il n'y a pas tellement de différence entre les 2 métiers. Donc le court-métrage va être diffusé vendredi prochain. Le but, c'est de le faire connaître, qu'il fasse le tour des festivals. Quel est un peu l'objectif? C'est ça, donc l'objectif, nous, on propose vendredi soir une sortie, une projection privée. Donc il y a 250 personnes à Paris. Ça va être l'occasion pour moi et pour les comédiens de se jauger un petit peu, de savoir où on en est de notre parcours. Et donc ensuite, on va prendre la température et suivant les rebondissements, etc., je tenterai certains festivals au cours de l'année et l'année prochaine. Alors ce n'est pas votre premier projet, vous aviez fait déjà un premier court-métrage mais qui était un petit peu plus court. Il traitait notamment de la mucoviscidose, une maladie génétique qui touche 2 millions de personnes en France. Il s'appelait 1000 printemps, je pense qu'on va pouvoir aussi des images qui vont défiler. Pourquoi vous étiez investi dans ce projet justement?
À titre personnel, parce qu'effectivement, moi étant touché de près et atteint par cette maladie, je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir transmettre un message à ces gens sans parler de ma vie à moi. C'est-à-dire que déjà, pour une simple raison, c'est que je trouve ça très narcissique, que je pense pas que ça intéresse grand monde, la vie de Thomas Baillet, mais par ce clip, ce premier clip, je me suis dit, je vais en fait représenter ces personnes qui acceptent de vivre l'amour avec quelqu'un de malade. Alors dans ce cas-là, c'est la mucoviscidose, mais ce film pourrait aller à n'importe quelle différence et n'importe quelle maladie. C'est un message fort dont vous tenez à parler. On a un peu parlé tout à l'heure dans l'autre court-métrage, donc Faux Semblant. C'est la difficulté d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants. Et vous me disiez que c'était également un problème qu'on était atteint de cette maladie. Effectivement, de toute façon, lorsqu'on écrit une histoire ou qu'on choisit un rôle, c'est pour y mettre un morceau de soi dedans. Sinon, c'est pas la peine. Donc, effectivement, dans Faux Semblant, je raconte effectivement qu'il peut être difficile, pas impossible, mais difficile d'avoir des enfants. Et je dirais pas que c'est une thérapie d'avoir fait ce film, parce qu'un acteur ne fait pas de thérapie en faisant ses films, ou alors il n'en parle pas. Mais ça permet peut-être que certaines personnes se retrouvent en fait dans ces films et se disent qu'ils ne sont pas seuls à vivre la même chose et qu'on peut toujours trouver des solutions. Alors dans Faux Semblant, on est allé chercher quand même loin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui pourrait arriver à un couple dans la vie de tous les jours. Mais il y a toujours des solutions et le principe c'est de se battre et d'y arriver. Quelle va être un peu la suite pour le court-métrage? Est-ce qu'on aura peut-être la chance de pouvoir le voir dans les Yvelines? Bah écoutez, je dois discuter avec la ville de Plaisir pour voir s'il y a une proposition. Apparemment, au mois de juin, il y a un festival du court-métrage. Donc pourquoi pas lancer le court-métrage dans cette compétition? Voilà, vous aurez peut-être la chance de voir Faux Semblant au festival du court-métrage de Plaisir. Merci beaucoup Thomas Baillet d'être venu en plateau, d'avoir accepté notre invitation. Et tout autre sujet, à présent, c'est le retour des épidémies hivernales, la grippe, mais aussi la gastro-entérite. Mercredi 20 janvier, le réseau de surveillance Sentinelle, composé de 1300 médecins généralistes libéraux, annonçait que le seuil épidémique de la gastro-entérite était atteint en France métropolitaine. Ce seuil est atteint lorsque 193 personnes sont malades pour 100 000 habitants. La semaine dernière, la France était encore concernée puisqu'il y avait 247 cas pour 100 000 habitants. Le docteur Fleury, médecin aquilinière, nous en explique les raisons. La première manière de s'en prémunir, c'est justement une des mesures de protection par rapport à ça, des mesures d'hygiène. C'est le mot cardinal par rapport à la gastro. Et la toute première mesure pour s'en protéger, c'est tout banalement le lavage des mains. Le lavage bien soigneux, le brossage des ongles, etc. Le virus, ça s'appelle un rotavirus, c'est un virus assez banal, et donc, mais qui est très résistant. Et donc, il résiste assez facilement à l'extérieur de l'organisme, et donc, il a le temps de se transmettre. Et santé toujours, avez-vous entendu parler de la sonothérapie? C'est une médecine alternative qui existe depuis le XVIe siècle, mais qui reste encore méconnue aujourd'hui. La sonothérapie, cette technique de bien-être par le massage sonore, est une méthode de soins censée rééquilibrer la circulation d'énergie dans le corps en utilisant les sons. William L. a rencontré David Baconnet, sonothérapeute à Fontenay-le-Fleury. Il vous en dit plus sur cette pratique. Reposant à l'écoute, ce son n'est pourtant pas destiné à vos oreilles, mais à votre cerveau et vos organes. David Baconnet est sonothérapeute, il utilise les sons pour rééquilibrer la circulation d'énergie dans le corps. C'est une technique qui aide à retrouver l'équilibre pour une meilleure santé morale et une meilleure santé physique. Tout le travail de la sonothérapie, c'est de trouver la vibration appropriée pour harmoniser les vibrations, pour qu'il n'y ait plus de disharmonie, qu'on retrouve l'équilibre. Une méthode thérapeutique qui agit autant sur le psyché que sur le physique. Pour soigner le stress, par exemple, David utilise ces bols tibétains appelés bols chantants. On a tous une énergie qu'on dégage d'une façon plus ou moins large. Et donc les bols qui sont en 7 métaux, chacun des métaux va vibrer plus ou moins selon l'état énergétique de la personne. Moi j'aime résumer ça en disant selon les creux et les bosses. Autre méthode utilisée, celle des diapasons. Ici, David parle de méridien comme une sorte d'acupuncture sonore. Chaque note correspond à un point particulier.
Le musicien qui a mis en place cette technique des diapasons, qui est Fabien Maman, a trouvé une note pour chaque diapason. Donc de la même façon, on la met en vibration et on va le poser sur la main, sur le point qui est intéressant pour la personne. Voilà, la sensation que j'avais, c'était à la fois d'être pris en charge et en même temps d'avoir vraiment une direction. Chaque son, chaque sensation comme ça, chaque son avait une vraie volonté. Et ça m'a surpris en fait. Même si la sonothérapie reste une médecine douce non reconnue par l'Académie de médecine, plusieurs études ont déjà mis en avant l'influence des sons et des fréquences sur les organes. Et à partir de jeudi jusqu'au 31 janvier à Angoulême, c'est le 43e festival de la bande dessinée, grand rendez-vous du 9e art. L'année 2016 a été un très bon cru avec 39 millions d'albums vendus. Mélanie Poquet s'est intéressée à ce sujet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors vous l'avez dit, 39 millions d'albums vendus, ça représente 459 millions d'euros. En 2015, plus de 5000 livres ont été publiés, dont 3924 sont de strictes nouveautés. Il y en a pour tous les goûts, la BD jeunesse, la BD historique, l'éternelle BD franco-belge et celle pour adultes qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'édition. Je suis allée au Pavé du Canal, qui est à Montigny-le-Bretonneux, demander à Laurent Garin, responsable de la librairie, pourquoi ça plaît autant. Il y a plusieurs choses en fait. C'est souvent le dessin. Alors après, on peut, dans les romans graphiques, c'est aussi les sujets traités. Parce que voilà, on arrive à vraiment diversifier les domaines, le champ du possible finalement. Donc vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant. Et le fait qu'ils arrivent aussi à se renouveler. Enfin, voilà. Alors en 2014, c'était le dernier Black et Mortimer qui est arrivé en tête avec 232 000 exemplaires. Et pour l'année 2015, qu'en est-il ? Je pense, Florane, que vous ne serez pas surprise. C'est un célèbre Gaulois qui arrive sur la première place du podium pour l'année 2015. Le Papyrus de César, les 36e aventures d'Astérix se sont vendues à plus d'1 600 000 exemplaires. Il est même l'ouvrage le plus vendu en France sur l'année. Qu'est-ce qui vous plaît autant ? Les réponses. Le fait de pouvoir se plonger dans un univers qui est complètement différent du quotidien, vraiment sortir du quotidien. Ils sont pas mal orchestrés par les dessinateurs, je trouve, et puis les scénarios un peu sympas, et puis des petits mystères qui sont bien, quoi. Voilà. Le fait que une idée peut rentrer beaucoup plus facilement par l'image et le dialogue. J'aime beaucoup Larsenet, et en ce moment, le mec qui me plaît bien, c'est Riyad Satouf. Ça, c'est les deux auteurs en ce moment que j'apprécie. Dis donc, il y a de nombreux fans de BD. Alors, lors du festival d'Angoulême, de nombreux prix sont remis et la sélection a connu des remous cette année après l'absence de femmes auteurs et cela a un petit peu fait polémique. On en a beaucoup parlé. Alors, faut préciser, c'est en fait la sélection du Grand Prix qui a provoqué des remous. Le Grand Prix, c'est une sorte de César d'honneur. Ça récompense la carrière d'un auteur. À l'issue de la polémique, la direction du festival a finalement décidé de ne pas faire de sélection et de laisser le monde de la BD choisir celle ou celui qu'elle veut récompenser. Il y a aussi le Fauve d'Or, là c'est le prix du meilleur album. Cette année, 40 albums sont en concurrence. Le mieux, c'est d'écouter Laurent Garin, il nous donne son avis sur la sélection. Alors la sélection du Fauve d'Or cette année, pour nous, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle ouvre vraiment à tous les domaines de la BD. Donc il y a du franco-belge, il y a aussi du comics avec Outcast, enfin il couvre vraiment tous les domaines. Et c'est dans le sens où on voit vraiment que la production est énergique et intéressante parce qu'on a vraiment tout le panel de la BD qui est représenté dans cette sélection-là. Alors, est-ce qu'on a le droit à un avis d'expert ? Laurent Garin vous a-t-il confié qui étaient ses favoris ? Ses favoris pour le Grand Prix, le coup de cœur du Pavé du Canal, c'est Alan Moore. Il est assez connu surtout pour V pour Vendetta. Ça a été adapté au cinéma avec Nathalie Portman et le masque du personnage principal est devenu le symbole des Anonymous. Pour le Fauve d'Or, leur choix va vers Cher pays de notre enfance d'Étienne Davodo et Benoît Colomba. C'est un documentaire dessiné qui revient sur l'histoire contemporaine du SAC, le service d'ordre du parti gaulliste. Pour voir si Laurent Garin et son équipe ont eu du flair pour le Grand Prix, Florane, c'est dès ce soir, il faut bien suivre l'actualité. Pour le Fauve d'Or, rendez-vous à la fin du festival. Merci beaucoup Mélanie, et malheureusement il n'y a pas d'auteur yvelinois. Ce sera notre grand regret, mais nous suivrons quand même cette actualité. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour un nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.